Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de ce journal. L'attractivité de la France est-elle vraiment ce que l'on dit? À l'occasion de Choose France, ce sommet qui invite les entreprises internationales à s'investir dans le pays, le président de la République Emmanuel Macron s'est rendu dans la Meuse, dans une usine choisie pour ce rendez-vous, vous verrez. Malgré les chutes de pluie dans les départements français cette semaine, les réserves d'eau peinent à se remplir. Les niveaux sont très faibles. Faut-il s'en inquiéter? En Bretagne, TVR s'est penché sur le sujet, vous verrez. C'est une innovation qui va grandement aider nos agriculteurs. Ce robot racleur nettoie automatiquement l'étable de cet éleveur en Moselle. Un gain de temps considérable qui permet également une meilleure hygiène pour les animaux. Une présentation dans cette édition avec Moselle TV. Un restaurant itinérant, c'est le concept de ce couple de restaurateurs. À la recherche du spot idéal pour leurs clients, ils font une cuisine raffinée qui va à la rencontre des plus gourmands. Et vous le verrez, c'est un concept qui plaît beaucoup. Depuis 2018 est organisé en France le sommet Choose France pour pousser les entreprises internationales à investir dans notre pays. Derrière ce grand rendez-vous se cache le rayonnement et le savoir-faire de nos territoires. Ce lundi, c'est le président de la République lui-même qui était de passage dans la Meuse afin de visiter une usine de production de bus thermiques d'une grande entreprise allemande. Puissance Télévision était sur place pour nous, Clémentine Coppola et Mathis Grenier. C'est 92 millions d'euros et 600 emplois qui sont annoncés. Ce qui veut dire que sur ce site qui a déjà plus de 1200 emplois, l'augmentation va être absolument considérable. Une visite inattendue et de grandes annonces pour l'entreprise. Le président de la République s'est rendu dans la Meuse pour une courte visite sur le site de production de Daimler Buses à Ligny-en-Barrois. Une visite symbolique en marge de la 8e édition du sommet Choose France. Le groupe Daimler Truck y participera. C'est un honneur, c'est une fierté évidemment que de recevoir le président de la République dans le cadre du programme Choose France. Ça montre également l'intérêt porté aux entreprises étrangères qui investissent ici en France. Si cette usine a attiré le gouvernement, c'est peut-être en raison des nouveaux modèles électriques qui vont y être produits, 150 cette année. Sur la ligne de production, des bus thermiques et électriques se mélangeront. Le but est d'atteindre les objectifs de décarbonation fixés à l'horizon 2030. Notre entreprise a pour ambition de devenir le plus grand site de production de véhicules électriques du groupe Daimler Buses en Europe. Et sa venue, bien entendu, lors de la journée Choose France International Business Summit est pour nous encore une fois une grande fierté. Nous sommes français, même si c'est avec la haute technologie allemande reconnue Deutsche Qualität, c'est avec le savoir-faire français de femmes et d'hommes qui travaillent ici depuis que nous avons acquis cette usine en 1980. Donc c'est plus de visibilité en disant voilà, notre usine elle est française, elle produit des véhicules français. Une nouvelle production qui amène à l'extension du site. À proximité de l'usine existante, un nouveau bâtiment de 1500 m3 sort de terre. Les investissements annoncés par Daimler Buses, premier employeur privé du département, permettront également de former les nouvelles recrues. Tout autre chose maintenant, partout en France, la criminalité ne cesse d'augmenter. Les Français sont inquiets et montrent leur crainte face à l'escalade de la violence. C'est le cas aussi en Martinique où déjà 13 personnes ont perdu la vie depuis le début de l'année. Les habitants de l'île ont organisé une marche blanche et espèrent bien une réponse de l'État. Reportage sur place de Via ATV. Chacun a à l'esprit un chiffre, 13, le nombre d'homicides depuis le début de l'année. Dans la foule, tous portent la couleur blanche, symbole de paix. Ils viennent des 4 coins de la Martinique avec le même message. C'est une situation intolérable dans un si petit pays et qu'il faut toujours que ça cesse. Certains ont perdu un proche, un ami, comme cette Martiniquaise. C'est comme une guerre là. C'est comme si les gens s'entretuent, mais c'est pas possible ça. On n'en peut plus. On est mal. On vient de perdre le fils d'une amie et on est encore très touchés par ça. Eux ont fait le voyage de Sainte-Lucie et de New York pour rendre hommage à leur frère, tué par arme blanche le 5 mai dernier. Je suis venu protester. Tout le monde a le droit de vivre. On ne peut pas prendre la vie de quelqu'un parce qu'il n'a pas la même orientation sexuelle ou la même religion. Certains élus, comme le maire de Fort-de-France, ont marché à côté des citoyens pour rappeler que cette escalade peut gangréner toute l'île et qu'il est important d'agir. Je suis allé jusqu'au niveau européen puisque maintenant
Je participe au Forum social européen pour la lutte contre les violences liées au narcotrafic, pour faire comprendre aussi à l'Europe que si elle veut protéger son territoire, il faut qu'elle regarde ce qui se passe chez nous. Les organisateurs ont aussi rappelé l'importance des forces de l'ordre pour endiguer ces trafics. Aujourd'hui, on est dans un autre contexte qui n'a rien à voir avec 1959, qui n'a rien à voir non plus avec l'esclavage. Et il faut qu'on sache que seules les forces de l'ordre pourront justement rétablir l'ordre. Des violences qui peuvent avoir un impact sur l'économie locale. Certaines entreprises ne peuvent plus être assurées contre les violences urbaines. Certaines entreprises aussi ne fonctionnent pas parce que les personnes sont inquiétées à l'idée de venir au centre-ville. En début de semaine, le préfet a annoncé le renforcement des patrouilles de police avec l'appui des gendarmes mobiles dans la capitale foyalaise. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a quant à lui mis en place un dispositif 100% contrôle sur certains vols à l'aéroport afin de lutter contre le narcotrafic et le trafic d'armes. Et puis aussi le nombre d'agressions sur les pompiers, les forces de l'ordre ou encore les personnels de santé ne cesse d'augmenter. Une situation insoutenable, notamment pour les pompiers de la Loire, vous allez le voir. Écoutons le constat dressé par leur patron au micro d'Alexandre Crouzet pour TL7. Au niveau de la Loire, on constate plus d'agressions sur nos personnels et un peu moins sur les matériels. Et donc on peut dire que on est sujet à des insultes et à des agressions, à des coups parfois, pour une minorité de la population qui malheureusement ne considère pas les sapeurs-pompiers comme des secouristes ou des gens qui viennent leur porter secours. Donc il faudrait sanctionner ces gens-là et faire comprendre à ces gens-là qu'on ne s'en prend pas comme ça à des gens qui viennent pour garantir l'ordre public ou le secours. Vous l'avez vu ces dernières semaines, les beaux jours sont revenus. Cependant, les réserves d'eau, elles, peinent à se remplir. Va-t-on connaître un été très sec? À Plerguet, sur le barrage de Beaufort, en Ille-et-Vilaine, les niveaux sont très faibles, voire identiques à 2022, année de très forte sécheresse. Faut-il s'en inquiéter? Réponse avec TVR sur place. À cette époque-là de l'année, on devrait avoir de l'eau qui sort du barrage en quantité significative dans ce bassin. C'est une étendue d'eau scrupuleusement observée. Le barrage de Beaufort et ses 1 300 000 m3 donnent la tendance des prochains mois. Comme on a des sols très imperméables en Bretagne, on a des situations qui changent très vite. C'est-à-dire que s'il pleut beaucoup, on va très vite avoir des crues parce que l'eau ne part pas dans des nappes phréatiques, elle ruisselle et elle part à la mer. Et à contrario, quand on est en année sèche, dès qu'on n'a plus de précipitations, très vite, il n'y a plus d'eau dans les cours d'eau. Tous ont dans la tête les épisodes de sécheresse intensive. La dernière remonte à 3 ans et les restrictions avaient été importantes. Fermeture des stations de lavage, interdiction d'arroser les pelouses des terrains sportifs. Et pour faire face aux sécheresses à venir, le syndicat d'eau du pays de Saint-Malo porte un projet, celui de réutiliser les eaux usées d'ici 2030 à 2035. Régénérer l'eau qui sort des stations d'épuration après traitement. Et donc ça nous permettrait de pouvoir, dans les périodes de crise, réalimenter nos étangs en amont, à 30 km de la station d'épuration de Saint-Malo, par une eau qui pourrait être repotabilisée pour mettre dans le réseau. Les gens doivent prendre conscience qu'on ne pourra pas reconstruire de nouveaux barrages, la réglementation nous l'interdit, donc il va falloir faire autrement avec ce qu'on a. Le syndicat appelle les 137 000 habitants desservis par le réseau dans le pays de Saint-Malo à faire dès à présent attention afin d'économiser l'eau. La pluviométrie du mois de juin sera cruciale pour reconstituer les réserves. En France, l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap reste limitée. Un défi quotidien pour certaines d'entre elles qui souhaitent faire bouger les choses. L'association APF France Handicap porte ce sujet avec, comme mot d'ordre, liberté, égalité, accessibilité. Écoutons leurs revendications au micro de LMTV Sarthe, Anthony Piton. Un cahier de doléances qui se noircit page après page. Autant de lignes qui racontent les problèmes auxquels sont confrontées les personnes en situation de handicap. Jean-Luc vient de Laval pour participer à cette caravane du handicap. Il y a beaucoup de trottoirs, on ne peut pas monter, parce qu'à Laval c'est des bus, c'est pas le tram. Il y a plein d'endroits à Laval où on ne peut pas descendre du bus. Et les problématiques sont nombreuses, aide à domicile de soins, mobilité ou encore accessibilité. Moi le Vieux-Mans, j'ai jamais pu aller le visiter. Les pavés, c'est inaccessible pour moi en fauteuil, c'est impossible
déambuler dans le Vieux-Mans avec les pavés, je vous dis pas mon dos, moi dans 1 heure, je serais pliée en deux par la douleur. La cathédrale que j'adore, je rêve d'aller la visiter, mais je sais qu'il y a tout un passage en pavé qu'il faut faire et pour moi pour l'instant c'est pas possible. C'est justement ce sujet de l'accessibilité que porte l'association APF France Handicap. Des caravanes venues de toutes les régions convergent actuellement vers Paris. La loi de 2005, elle n'est pas respectée à 100%. Donc ce qu'on veut, c'est que vraiment elle soit appliquée. Il n'y a pas besoin d'une autre loi. Il suffit d'appliquer les lois le mieux possible, le plus concrètement possible. Et surtout en nous associant aux décisions. Parce que bien souvent, c'est de l'argent public. Et cet argent public, des fois, il est dépensé à mauvais escient. Partons en Moselle maintenant pour découvrir le nouveau compagnon des 130 vaches laitières d'un éleveur. Un robot racleur, un outil qui nettoie les allées de l'étable et permet un gain de temps considérable tout en améliorant les conditions de travail et le bien-être des vaches. Présentation avec Moselle TV. Cette vache n'est pas vraiment perturbée par son nouveau compagnon. Discret, méthodique et surtout infatigable, ce robot racleur sillonne les allées de l'étable pour les nettoyer. Avant d'avoir le robot, on effectuait 2 raclages bi-quotidiens, le matin et le soir. Ça nous obligeait à déplacer les vaches d'un couloir à l'autre. C'était assez contraignant pour nous et puis c'était toujours du stress pour les animaux. Le robot nous permet maintenant de nous affranchir complètement du raclage. C'est lui qui gère de manière autonome cette tâche-là. Du côté des 130 vaches laitières de l'exploitation, plus aucune surprise. Le robot fait désormais partie du troupeau. Il y a eu une petite période d'adaptation d'une bonne semaine où les vaches étaient vraiment craintives au moment du passage du robot parce qu'il émet un petit son, un petit bip. Mais cette période a vraiment été très très courte, 1 semaine et elles se sont vite habituées. Aujourd'hui, elles font même plus attention au robot, elles passent par-dessus. Programmé pour racler les allées toutes les 3 heures, le robot dépose ensuite tout dans la fumière pour être ensuite réutilisé comme engrais. Ce robot racleur, comme il passe plusieurs fois, les vaches sont beaucoup plus propres, on les pattes plus propres, les trayons plus propres, donc forcément le lait sera également plus propre. 41 000 € ont été investis pour l'achat de ce nouvel équipement. L'agriculteur a bénéficié d'une aide de la région ainsi que du district urbain de Folquemont. Bientôt, c'est un robot pour la traite des vaches qui fera son entrée dans l'exploitation. Des technologies de pointe qui modernisent de plus en plus l'agriculture. La baguette est un symbole de la gastronomie française, bien sûr. Plus de 27 millions en sont consommés chaque jour en France. Et pourtant, Jean-Luc a décidé de ne pas en vendre dans sa boulangerie. Un choix stratégique selon lui. Écoutons pourquoi au micro de Geoffrey Priol pour la Dépêche du Midi. L'idée de base, c'était de développer une gamme de pain au levain, donc des grosses pièces. Et j'ai commencé dans une boulangerie qui était toute petite, donc pas de possibilité d'avoir une gamme de produits très large. Et donc ça a supprimé l'aspect baguette. Et je pense que dans une échelle, je mets un certain nombre de bacs avec ma pâte de campagne. Et si je devais faire de la baguette, j'aurais peut-être sur une échelle moins de quantité de pâte. Ça veut dire moins de produits, donc ça veut dire moins de chiffre d'affaires. Et quand vous avez une petite boulangerie, comme on avait au départ, en fait, vous cherchez à tout optimiser, quoi. C'est plus un choix stratégique et aussi pour se démarquer de la guerre un peu commerciale que se livrent aujourd'hui tous les endroits où on vend du pain et donc de la baguette. Autre chose maintenant, les femmes se font rares dans le domaine de la tech et du numérique en France. Une filière qui reste très stéréotypée, qui cherche à inverser la tendance, notamment avec des assises de la féminisation des métiers du numérique. Un rassemblement à Montpellier que notre partenaire Via Occitanie a pu suivre. Justine Barraud. 2 jours de rencontres pour tenter de changer les choses. C'est la mission que s'est fixée l'association La Mêlée. Basée à Toulouse et Montpellier, elle organise pour la 3e fois des assises régionales de féminisation des métiers du numérique. Ce matin, ce sont des jeunes lycéens et lycéennes avec leurs professeurs qui rencontrent des spécialistes pour découvrir ces différents métiers. Sur l'académie, on est à 17% de filles qui choisissent la filière NSI. Il reste toujours ces stéréotypes de mathématiques qui font c'est pas très féminin, c'est plutôt littéraire pour les filles, etc. Donc on essaye vraiment de mettre en place
ces changements d'idées, casser les codes, casser les stéréotypes. Et petit à petit, ça marche, mais c'est un travail minutieux, c'est un travail de fourmi. Parmi ces écoles et associations du monde de la tech, certaines montrent l'exemple. Depuis septembre 2024, une femme est à la tête d'un groupe privé d'écoles spécialisées dans l'informatique. Laura Hassan nous parle de l'importance de multiplier ces actions pour encourager plus de femmes à s'orienter vers ces formations aussi en dehors de Paris. C'est la répétition qui fait que naissent des actions vraiment concrètes et puis l'échange de bonnes pratiques, ce qui a pu marcher dans une région peut être appliqué à une autre, plus grande, plus dynamique. Dans l'école Epitech de Montpellier, 12% seulement sont des étudiantes, une moyenne supérieure à l'échelle nationale, mais encore loin de la mixité recherchée au sein de l'école. Il reste du chemin à parcourir. Pour cela, toutes les intervenantes nous parlent de représentation. Cela tombe bien, une Française originaire de Sète vient d'intégrer la direction d'OpenAI. Fidji Simo, 39 ans, est la nouvelle directrice générale des applications de l'entreprise spécialisée en intelligence artificielle, créatrice de ChatGPT. Et puis cette semaine, vous pourrez retrouver en kiosque une nouvelle édition du magazine Le Point, consacrée celle-ci à Bordeaux. Pourra-t-on encore vivre à Bordeaux en 2050 ? C'est le titre de ce numéro qui se penche très largement sur les défis de la métropole girondine pour s'adapter au changement climatique, notamment afin de préserver la qualité de vie de ses habitants. Vous pourrez également retrouver un zoom sur les prix de l'immobilier à Bordeaux. Cette édition spéciale du Point est à retrouver dans vos kiosques dès ce week-end. Et puis maintenant, laissez-moi vous présenter la boutique des artisans. Cet établissement met en valeur des artisans de nos territoires, ceux qui travaillent d'arrache-pied mais qui manquent de visibilité. Une bonne idée, le principe est simple, une soixantaine de métiers se partagent un local dans une galerie marchande, mutualisant ainsi le loyer et s'assurant eux-mêmes de la vente à tour de rôle. Présentation avec Canal 32 dans une nouvelle boutique ouverte à la Chapelle Saint-Luc dans l'Aube. Mathilde, artisane installée à Revigny, un village au bois de 700 habitants, n'a pas hésité à postuler pour intégrer la boutique des artisans. Forte d'une première expérience réussie dans un concept similaire à Reims, elle a saisi l'opportunité de distribuer ses créations localement. En termes de chiffre d'affaires, sans mes points de vente, non. Il est clair que ça n'irait pas aussi bien qu'aujourd'hui. Pour moi, c'était important de trouver un autre mode de distribution plus pérenne. L'artisan Nicolas Denouette a lancé ce concept fin 2023. Regrouper producteurs et artisans locaux dans un espace commun au sein d'une galerie marchande, le réseau devrait s'étendre à 27 boutiques d'ici la fin de l'année. J'ai eu cette idée en lisant le journal et en voyant qu'il y avait quelques magasins dans le prêt-à-porter qui malheureusement étaient en train de fermer, plusieurs chaînes. J'ai eu cette idée d'aller voir un centre commercial en disant mais vous n'avez rien sous le coude, est-ce que vous ne loueriez pas quelque chose pour un tarif, je dirais raisonnable. Je suis un peu un autodidacte, j'ai un CAP de boucher charcutier, donc très loin de me retrouver à gérer finalement maintenant une chaîne de boutiques. Ma plus belle récompense, c'est le sourire et le bonheur des artisans. C'est arrivé même au moment de Noël d'avoir des messages où je ne cache pas que j'ai eu les larmes aux yeux. Ici, les 3/4 des artisans présents sont locaux. Les autres, comme Sandrine, sont déjà intégrés au réseau. Originaire du Nord-Pas-de-Calais, elle expose dans sa 3e boutique où elle installe ses créations et celles de ses collègues. Ici, le flux de clients potentiels est estimé à 2,5 millions par an. Je vendais essentiellement sur des marchés. Du coup, j'avais beaucoup moins de revenus que ce que je peux tirer actuellement en étant en boutique. Moi, via ma société, je loue la cellule au centre commercial. Tout ça donne une somme globale que je redivise entre les artisans et les producteurs locaux. Ça donne des loyers entre 50 et 80 € par mois, ce qui reste très très raisonnable. Pour sa gestion, ce réseau a déjà permis la création de 7 emplois. Une commission est prélevée sur chaque vente pour couvrir les frais de fonctionnement. Selon son fondateur, le nombre d'artisans participants devrait passer de 950 à près de 1600 d'ici la fin de l'année. À la galerie de l'Escapade, 54 des 62 emplacements ont trouvé preneur. Il reste donc encore des places disponibles pour les artisans au bois. Cette semaine, c'est Dominique de Villepin qui était l'invité de Face au territoire sur TV5 Monde avec la presse quotidienne régionale. L'ancien Premier ministre s'est notamment expliqué sur son statut d'à la fois homme politique et homme d'affaires. Écoutons-le. J'ai une question à vous poser parce qu'il y a quelques années, j'étais venu vous voir, j'étais venu parler avec vous et vous m'aviez dit, Cyril Viguier, je suis le seul Premier ministre, ancien Premier ministre, à avoir réussi une véritable reconversion dans les affaires, dans le business. Ça m'avait frappé parce que j'avais effectivement regardé ce que faisaient vos prédécesseurs et c'était vrai. Est-ce que ça ne pèse pas aujourd'hui? Est-ce que ça ne va pas vous handicaper dans ce retour en politique? En tout cas, ce que les gens disent, ce retour en politique. Vous savez,
Une reconversion qui m'a été en quelque sorte imposée. Parce que il m'a été difficile après 2007, compte tenu du contexte de l'époque, de trouver une activité en France. D'abord, c'est une expérience. Vous savez, faire un autre métier, gagner sa vie, se préoccuper des fins de mois, avoir des employés, c'est une expérience. Dominique de Villepin c'est un autre regard de ces fins de mois. Ben, oui, quand vous avez une entreprise, vous vous préoccupez de faire en sorte qu'il y ait suffisamment d'activités, et puis vous êtes comme tous les Français, vous remplissez votre feuille d'impôt pour votre entreprise, vous avez des charges, oui, il faut s'en préoccuper. Donc vous plongez dans le quotidien, la réglementation administrative, la réglementation fiscale, vous êtes confronté aux difficultés de la vie dont les politiques sont parfois très loin. La gastronomie est un symbole de la culture française, bien sûr. Et pour casser les codes, un couple de restaurateurs a décidé d'implanter leur restaurant dans un bus. Chaque jour, ils vont à la rencontre de leurs clients dans un spot différent. Découvrons leur cuisine raffinée et gourmande avec 8 Mont-Blanc, Clarisse Menant. Regardez. Pour ses clients, ce n'est pas un restaurant comme les autres. Ici, pas de repas dans une salle, mais dans un bus aménagé. Un concept lancé par Grégory et Magali depuis maintenant 3 ans. Originaire de Bourgogne, le couple a souhaité innover car désormais ce n'est plus le client qui vient au restaurant, mais le restaurant qui vient au client. L'idée un petit peu, c'était de retrouver ce concept de manière décalée. C'est de se dire, nous on est un restaurant gourmand, mais on n'est jamais au même endroit tout le temps. On choisit des endroits très spécifiques avec une vue, un panorama, un cadre. Pour le menu, 2 formules sont proposées, une de 4 plats et une de 5 plats. Foie gras maison, suprême de pintade aux écrevisses ou encore riz au lait de fraise. Mais le dos de cabillaud sauce morille du chef reste une valeur sûre. Mes poissons, je les cuis à basse température chez moi là-bas, dans les règles de l'art, à 53 degrés, où le poisson il est juste poché et comme ça permet de le conserver. On est sur du produit frais. La cuisine de Grégory allie modernité et simplicité, le tout sous fond de gourmandise. Après découverte et dégustation, les clients sont repus et repartent unanimes sur la cuisine goûtée. Atypique, formidable. Et après la cuisine, alors très fine et excellente. Le bus déjà en lui-même, on a le côté atypique, et puis au niveau des assiettes et les saveurs, le chef, pour l'instant à ce jour, à 7 heures, excellente découverte. Connaissez-vous les cafés joyeux? Ces établissements sont un modèle d'inclusivité. Ils s'implantent partout en France, présents par exemple à Rennes, à Bordeaux, à Marseille, à Strasbourg ou encore depuis peu à Lille. Ces établissements n'emploient que des personnes en situation de handicap. Un concept qui plaît beaucoup aux clients. Présentation avec notre partenaire WEO TV dans le Nord. C'est un café pas tout à fait comme les autres, en plein cœur de Lille. Un lieu qui porte bien son nom. Café joyeux! Car ici on prépare des cafés, des repas, mais aussi et surtout des sourires. Sa mission, offrir un emploi à des personnes en situation de handicap mental ou cognitif. Charles-Henri fait partie des employés. Ce matin, il est au comptoir, mais ses missions sont variées. Le service, la caisse, un peu de plonge, un peu de cuisine quand c'est notre tour de cuisine, et puis préparer les commandes. Une polyvalence notamment permise par Élise, superviseur. Elle guide au mieux les employés du café, comme Camille. Si jamais je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qui manque, on incite à aller voir, on indique, on montre les choses à faire. Et puis après, au fur et à mesure que les équipiers apprennent tout seuls, on peut les laisser en autonomie sur pas mal de choses. Ouais. Julien est chef de cuisine. Lui aussi accompagne les équipiers dans leur mission, notamment pour la plonge. Une double casquette qui n'est pas de tout repos. Ici, tout est fait pour faciliter le travail des employés. Par exemple, ces Lego colorés qui leur permettent de repérer les tables associées à chaque commande. Un fonctionnement qui rend possible un service de qualité à la clientèle, mais c'est surtout la personnalité des serveurs qui l'a séduit. C'est absolument génial, hein. C'est de se faire accueillir comme ça par des gens qui sont absolument heureux de travailler et tout, c'est génial. Un petit mot, un remerciement, le livre d'or est là pour ça, et il ne manque jamais de messages. Ça fait du bien parce qu'au moins ils sont constructifs, les messages sympas comme tout, c'est sympathique, voilà, c'est bienveillant. Un succès qui fait la fierté du gérant. Ça a très bien marché dès le départ, autant que ce soit pour l'affluence que pour la cohésion d'équipe et l'efficacité du travail. Ce lieu d'inclusion, de partage et de joie est le 21e à ouvrir en France. Au total, ce sont 7 personnes en situation de handicap qui y travaillent pour le moment.
Une discipline très peu répandue en France, le torball est essentiellement réservé aux malvoyants. Ce sport se joue en silence total, avec une balle sonore, et demande une très grande concentration. Plongé dans un univers où chaque son compte et chaque mouvement est décisif, regardez ce reportage de Télé Grenoble. Et si le sport ne dépendait plus de la vue, mais de l'écoute? C'est le défi que relèvent les joueurs de torball, un jeu où l'ouïe guide chaque mouvement. Née en Allemagne, cette discipline collective a été conçue pour les personnes malvoyantes et non-voyantes, mais elle rassemble aujourd'hui des joueurs valides et déficients visuels, unis par la même passion. Ça fait plus de 20 ans que je joue au torball, que je pratique le torball, puisque j'ai commencé à l'âge de 10-12 ans. Le torball, c'est un sport qui se pratique avec un ballon sonore, avec des gros lots dedans, un masque opaque sur les yeux, sur un terrain qui fait 16 mètres de long sur 7 de large, 3 joueurs de chaque côté, et au centre du terrain, il y a 3 cordes à hauteur de 40 cm au-dessus du sol, sous lesquelles il faut tirer, mais sans les toucher, sinon ça fait coup franc, pour marquer à l'adversaire. C'est grâce à Marc que j'ai découvert le torball, avec une initiation qu'il était venu faire dans mon collège, quand j'avais 12 ans, quelque chose comme ça, en 5e. C'est un sport déjà qui est un peu en déclin. Disons que c'est un sport qui est pas très connu, pas très médiatisé, enfin même pas du tout. Les villes où on peut le pratiquer sont de plus en plus restreintes. Il doit en rester une bonne dizaine peut-être en France. Malgré tout, des clubs s'efforcent de faire vivre cette discipline, comme à Grenoble, où la section torball rassemble une dizaine de joueurs passionnés. Basé au centre sportif Jean-Philippe Motte, le club porte une ambition forte, faire découvrir ce sport unique tout en promouvant l'inclusivité. Ça permet déjà un peu de mixer tout ça et de faire bouger ceux qui autrement bougeraient pas. Le torball est donc un lieu d'échange et de dépassement de soi où le handicap s'efface au profit de la solidarité. À travers cette discipline, chacun trouve sa place et repousse ses limites dans un esprit d'unité et de partage. Voilà, merci, c'est la fin de ce journal. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous, à très vite.